Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'université. Je suis Benoît Auclair, vice-président en charge de la culture, mais aussi des relations entre sciences et société pour l'université Lyon 3. Et c'est à ce titre que je vous accueille ce soir et je me réjouis beaucoup que notre université fasse partie du programme de cette fête de la science, qui est une fête justement dont le but est précisément de réunir les citoyens et les chercheurs, d'informer sur les recherches, d'échanger sur les préoccupations citoyennes et les préoccupations intellectuelles, scientifiques. Et voilà, je pense que c'est ce qui nous réunit ce soir. Pour organiser, donc voilà, la thématique de cette année, je vais l'apprendre à personne ici. Si vous êtes venus, c'est intelligence et il va en être question ce soir. En interrogeant ce concept-là d'un point de vue linguistique, je laisserai Lionel Mignot présenter le conférencier de ce soir. Simplement, j'indique que voilà, vous avez sans doute vu le programme de la Fête de la Science. Il y a d'autres manifestations qui sont accueillies dans notre université, notamment samedi, il y a une équipe de recherche qui organise un escape game dans sa bibliothèque. Donc, vous pouvez participer à cette énigme. Je crois qu'ils ont bien fait le plein, mais peut-être qu'il est possible de s'inscrire aussi. Et il y a une conférence spectacle sur le rôle des femmes dans les métiers intellectuels et dans les métiers de création, d'édition dans l'Ancien Régime. Et ça se passera à l'auditorium Malraux. Et puis, il y a aussi 2 doctorants de nos équipes de recherche qui sont présents au Village des Sciences de la MSH. Donc voilà, tout ça est disponible. Et puis, je voulais dire que voilà, pour organiser tous ces événements, accueillir le public et permettre ces rencontres justement entre citoyens et chercheurs, il faut des citoyens, des chercheurs, mais aussi beaucoup de personnes qui se mobilisent à l'université. Ce soir, c'est grâce à la mission culture des bibliothèques universitaires que cette conférence est organisée. L'ensemble des manifestations de la Fête de la Science est piloté par la direction de la recherche et notamment Stéphane Romanin, qui est médiateur scientifique. Voilà, je voulais remercier toutes ces personnes et donc notamment Lionel Mignot qui s'occupe de la mission culture à la bibliothèque. Lionel, je te laisse la parole. Bonne soirée à toutes et tous. Bonne fête de la science. Merci Benoît. Donc bienvenue pour cette conférence à la BU. Donc en fait, c'est dans le cadre de la Fête de la Science et aussi dans le cadre de notre cycle questions de société que nous organisons à la BU. Nous organisons environ 3 ou 4 conférences, 4 ou 5 plus par an, sur différents thèmes d'actualité, en fonction bien sûr de l'actualité au sens propre, mais aussi de l'actualité scientifique. Donc on y tient à ce cycle de conférences. Donc vous êtes invités aussi à, pourquoi pas, scruter les pages de la BU pour voir un peu ce qui s'y passe. Voilà, donc j'ai présenté Pierre-Yves Modicom. Donc merci Pierre-Yves d'être présent ce soir pour nous parler sémantique. Donc vous êtes directeur du département d'allemand, vice-doyen, professeur de linguistique à l'université. Donc on va parler de CIA, d'intelligentsia, d'avatar ce soir. Donc vous êtes spécialiste de sémantique, vous vous intéressez notamment aux changements qui affectent le sens des mots dans l'histoire ainsi qu'au transfert entre langues. Donc comme l'a dit Benoît, l'édition de la Fête de la Science invite le public à explorer toutes les formes d'intelligence et à repenser ce que signifie être intelligent au-delà des frontières humaines. Alors ce soir, Pierre-Yves, vous allez nous proposer un parcours sémantique de l'intelligence dans différentes langues. En effet, dans les langues d'Europe, les termes descendants du latin intellingo, comprendre, ont connu une évolution contrastée et paradoxale. Bien sûr, à la suite de la conférence, vous pourrez poser des questions et enclencher un débat si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais prendre comme point de départ quelque chose à quoi vous avez vous-même certainement été confronté, qui est la prégnance, la rémanence de 2 usages anglais du mot que nous connaissons comme intelligence, donc qui est intelligence,
sous deux formes apparemment contradictoires et difficiles à apparier. La première, c'est évidemment l'omniprésente, l'inévitable intelligence artificielle qui semble renvoyer à l'intelligence un peu telle qu'on la connaît, mais pas tout à fait dès lors qu'elle est artificielle, où d'aucuns vont dire « Ah, mais intelligence dans artificial intelligence n'a rien à voir avec intelligence en français ». Bon, ça n'a pas du tout rien à voir, hein, ça, y a en réalité tout de même un rapport très étroit. Et à côté de ça, évidemment, l'intelligence des films d'espionnage et des polars, celle du I dans CIA et de l'intelligence service dans le MI5 et MI6 des amateurs de films de James Bond. Bon. Où il est bien évident que intelligence veut dire renseignement. L'intelligence service, c'est le service de renseignement. La CIA, c'est l'agence centrale de renseignement extérieur. Il est d'usage d'ailleurs de traduire intelligence non seulement par renseignement, mais même très souvent par renseignement extérieur. Il pourra tout à fait y avoir du home intelligence, ce genre de choses pour désigner du renseignement intérieur. Donc, que cette chose-là n'ait à première vue pas grand-chose à voir avec ce que nous appelons intelligence, paraît aller de soi. Et quand on commence l'anglais au collège, intelligence va apparaître assez vite dans la fameuse liste des faux amis, c'est-à-dire des mots anglais manifestement d'origine romane ou directement empruntés au français pour beaucoup d'entre eux, mais qui ont en anglais une acception très différente de celle qu'on connaît en français, tant et si bien que ils sont particulièrement piégeux pour les élèves francophones qui apprennent l'anglais, parce qu'il y a un risque de faire un transfert et d'employer le mot dans un sens calqué du français. Donc celui-là, il est notoirement piégeux, mais finalement tellement notoirement piégeux qu'il n'est pas tant que ça. Intelligence, le renseignement, ok. Comment se fait-il dans ce cas-là que l'intelligence artificielle soit artificial intelligence, c'est-à-dire que il s'agit d'un service de renseignement artificiel? Non. D'une façon ou d'une autre, l'intelligence traduit par intelligence dans intelligence artificielle n'est pas un contresens, n'est pas nécessairement une déformation. Intelligence dans artificial intelligence est réellement autre chose que renseignement. Et intelligence dans artificial intelligence a effectivement quelque chose à voir avec intelligence en français. Donc, le faux ami notoire de l'anglais, qui serait intelligence voulant en réalité dire renseignement, n'en est pas toujours un. Il y a des emplois d'intelligence qui sont réellement très proches de intelligence en français. Et artificial intelligence n'est qu'un de ces emplois. Ce qui, d'une façon ou d'une autre, ne fait que nous renvoyer au caractère problématique de ce faux ami. Parce que d'une façon ou d'une autre, cela veut dire, ces deux choses qu'on a à l'écran, veulent dire qu'un terme français, puisque c'est visiblement un emprunt à un ancien état du français, qu'un terme français voulant dire intelligence peut se retrouver, une fois déplacé, découplé de son contexte linguistique d'origine, peut se retrouver à vouloir dire renseignement. En tout cas, dans certaines tournures, dans certaines constructions. Et qu'il y a donc un lien linguistique entre l'intelligence, l'entendement, la compréhension, la comprenote, et le renseignement, pour ne pas dire les services. Alors même qu'ils ne cherchent pas nécessairement à comprendre, ils cherchent à savoir. Donc on a un enjeu de circulation, d'évolution sémantique d'un terme entre langues, mais pas seulement entre langues, puisque finalement c'est intelligence en anglais qui est très polysémique et qui veut à la fois dire intelligence et renseignement. Donc il y a aussi une évolution du sens à l'intérieur d'une langue qui ici est l'anglais. Donc un puzzle qui commence à se mettre en place autour d'une polysémie
très forte, très marquée, d'une réception très contrastée d'un terme qui est au départ un mot évidemment savant d'origine latine. La chose se complique encore un peu plus si on élargit l'empan des langues qui ont emprunté au latin intelligentsia et on récupère évidemment l'intelligentsia en latino-russe dans le texte, l'intelligentsia, la classe des intellectuels. Terme qui, en français, revêt une coloration généralement assez péjorative. Nous ne sommes pas ici pour nous plier au diktat de l'intelligentsia. Bon. Vous avez ici une affiche soviétique adressée à la Sovietskaya Intelligentsia, l'intelligentsia soviétique. Et cette affiche est très intéressante pour deux raisons. D'une part, elle définit. Vous avez donc en cyrillique en haut Sovietskaya Intelligentsia, et en dessous, une énumération, ingénieurs et techniciens, agronomes, enseignants, médecins, travailleurs des sciences, des arts et de la littérature, employés des entreprises et institutions soviétiques. Donc c'est ça l'intelligentsia, le temps d'une affiche en tout cas. Donc premier élément intéressant, c'est qu'en fait c'est les cols blancs, de façon assez englobante. Deuxième élément intéressant, et beaucoup plus intéressant si on raisonne depuis le français, vive l'intelligentsia soviétique. Il n'y a rien de particulièrement péjoratif. En tout cas, ici, temporairement. Évidemment, il va y avoir des moments, des phases dans l'histoire de l'URSS où il va y avoir des moments anti-intellectualistes qui vont colorer ça différemment. Mais ici, c'est différent. Et donc, ça suggère qu'il y a une phase, mars 44 en l'occurrence, il y a une phase où le terme n'est pas si péjoratif que ça. On ne l'est pas nécessairement. Donc là aussi, ça bouge. Il y a du jeu. Alors, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Le point de départ, il est en latin, évidemment. C'est un terme latin qui circule. Alors, si on veut un exemple emblématique du verbe intellego, intelligo, ça bouge au fil du temps, bon, pour comprendre ce qu'il veut dire, eh bien, on peut se tourner vers la phrase latine que tout le monde connaît d'Astérix, o tempora o mores, au temps, aux mœurs. Bon. Cette phrase se trouve dans un texte archi connu qui sont les Catilinaires de Cicéron. Cicéron, responsable politique conservateur sur la fin de la République, dénonce une conjuration, alors réelle ou supposée, parce qu'elle n'est attestée que par les Catilinaires, orchestrée par un groupe plus ou moins séditieux du parti d'en face, assez opportunément. L'affaire est compliquée en réalité, hein, dont le chef serait Catilina. Et donc, il attaque en plein Sénat pour faire la peau à son adversaire politique qu'il accuse de conspiration et d'atteinte à la sûreté de l'État, ce qui est passible de la peine de mort. Il décrit les faits et au terme de l'exposé des faits, il conclut en disant « Autant aux mœurs, tout fout le camp, ma bonne dame, le Sénat le sait, le consul, et c'est Cicéron, le voit, et lui, pourtant, il est toujours vivant. Alors que les faits étant établis, il devrait déjà être mort. Et donc le fait que Catilina ose siéger au Parlement, au Sénat, ne soit même pas inquiété, ne soit pas en prison, ne soit pas condamné à mort d'une conjuration qui est pourtant, d'après Cicéron, manifeste, est un signe de la déliquescence des temps. O tempora, o mores. La phrase qui suit, qui est donc beaucoup moins connue, c'est Senatus ec intelligit. Le Sénat sait. Ici, intelligit veut dire le Sénat sait tout. Le Sénat a tout compris. Tout est clair pour le Sénat. Donc c'est ce verbe qui se rapproche, qui en fait a rapproché de vidette derrière. Hein. Le consul voit, puisqu'il a le dossier, fait l'exposé au Sénat. Le Sénat n'a donc certes pas d'accès sensoriel aux faits, il y a un accès cognitif par la démonstration du consul procureur Cicéron. Et donc, intelligere
est l'équivalent mental, cognitif, de voir au plan sensoriel. Ce qu'on voit, on y a l'accès direct. Ce qu'on intellige, si j'ose dire, c'est un accès au savoir par le cheminement du raisonnement, au bout duquel on sait. Et donc, intelligere, c'est à la fois apprendre et comprendre. Et quand on a compris, quand on a appris, on sait. Le flottement intelligo, intellego, je passe pour les latinistes, mais c'est en partie un flottement entre une forme de présent et une forme de passé. D'un verbe qui veut dire apprendre, comprendre, qui peut commencer à être employé au passé, au sens où vouloir dire savoir. Dommage pour lui. Ce verbe est formé sur un autre qui est, donc c'est un verbe à particules, donc inter qui va donner entre, et l'ego derrière, qui est le verbe qui va donner lire, en français, qui veut dire au départ réunir, collecter, aussi donner collecter, choisir. Donc, intelligere, c'est relier les fils, relier les éléments de perception partielle, trier, ordonner, classer, au terme de quoi on sait. Donc c'est apprendre par un travail de construction mentale et de réorganisation. Assez vite dans la terminologie savante, qui est une terminologie scolastique à forte coloration théologique, tout ce qui tourne autour de intellego et notamment le nom abstrait savant qu'aucun latin classique n'employait, intellectus, l'intellect, va s'opposer à ratio. Ratio, c'est la raison calculante. Ça vient d'un verbe qui veut dire compter. Intelligo, c'est pas juste additionner, compter, calculer pour savoir, c'est trier, classer, ordonner, gagner une vue d'ensemble et ce faisant, au terme du process, déchiffrer et comprendre. Et évidemment, c'est déchiffrer, d'où c'est ce qui va donner lire, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit? On a des caractères qu'on assemble, qu'on combine pour gagner une intellection d'ensemble, une compréhension d'ensemble. Donc le verbe veut à la fois dire dès le départ, et vous ouvrez le bon vieux Gaffio, vous avez l'acception apprendre, l'acception comprendre, l'acception savoir. Donc la traduction intelligere par comprendre, c'est la traduction canonique, classique, mais en fait, dès le départ, le verbe latin est polysémique. Parce qu'il veut dire faire l'acquisition d'une connaissance par un processus mental, de récollection d'éléments partiels. Donc c'est le inter, le entre est très intéressant, parce que c'est à la fois lire entre les lignes, intelligere, lire entre. Donc c'est lire entre les lignes, mais c'est aussi lire ensemble, en réunissant. Et vous comprenez comment d'un côté, ça va ramifier vers le renseignement, parce que c'est aller chercher l'information, et de l'autre, ça va ramifier vers le processus mental, l'intelligence. La chose reste un peu flottante comme ça, tout au long du Moyen-Âge, avec juste intellectus, qui est utilisé en partie comme une traduction approximative et scolastique de logos, qui va jouer un rôle en théologie pour désigner l'entendement divin, qui met de l'ordre dans les choses, qui n'est évidemment pas une raison calculante. Dieu ne calcule pas, mais il met de l'ordre. Donc son esprit, en tant qu'il est, nous dirions rationnel, mais dans la terminologie médiévale, il est intellectuel. Il met de l'ordre, il donne du sens. Se lire et se comprendre, c'est aussi une interprétation. Les choses restent un peu figées comme ça jusqu'à à l'époque moderne et l'époque du grand rationalisme, dont un texte peut être pris comme exemple aussi parce que c'est un texte qui est beaucoup traduit, donc on voit comment ça fluctue. C'est le Tractatus de Intellectus et Meditatione de Spinoza, qui paraît de façon posthume en 1677. Donc vous avez la première page ici. Traité de l'amendement
de l'intellect et du chemin par lequel on peut il peut être l'intellect dirigé vers une cognition meilleure des choses, de la vérité, une cognition vraie des choses. Ce traité, texte très important dans la philosophie rationaliste, qui s'inscrit aussi dans la discussion de Descartes, etc., donc c'est un texte qui a beaucoup tourné, va très vite être traduit en français. C'est le traité de la réforme de l'entendement. Donc, intellectus, c'est l'entendement. Vous m'entendez? Pas au sens de Louis, mais au sens de comprendre. Donc, vous voyez que chez Cicéron, c'est intellegit videt, et en français, c'est plus la vue, c'est Louis qui va fournir le prisme sensoriel qui sert d'analogue pour comprendre le fonctionnement mental. En anglais, c'est traduit dans un premier temps très proche du texte, par Treatise on the Emendation of the Intellect, et aujourd'hui, assez vite, à partir du 18e, 19e, c'est Understanding, qui va venir traduire Intellectus. Et en fait, on voit se mettre en place une nomenclature, puisqu'évidemment, progressivement, on abandonne le latin comme langue d'écriture des textes savants, mais en dehors du cadre universitaire, mais le latin reste toujours très présent. Donc, il y a une nomenclature de traduction, intellectus, entendement, understanding, Verstand, dans la terminologie allemande. Et donc, en fait, la nomenclature kantienne, l'entendement kantien, c'est l'intellectus spinoziste. Donc, c'est à nouveau, il y a un système avec raison, ratio, qui va progressivement se détacher de ce paradigme calculateur qu'il représente en latin. Progressivement, et chez quelqu'un comme Kant, c'est très net, à la limite, s'il y a quelque chose qui calcule, c'est l'entendement. Et la raison va spéculer. Mais fondamentalement, et même chez Kant, le Verstand, l'entendement, l'intellectus, c'est ce qui procède à la synthèse des données des sens pour arriver à une compréhension globale ordonnée. Ce principe d'ordre est quelque chose qui est très, très prégnant. Via la France, via le français, il va y avoir un branchement supplémentaire qui va donner intelligentsia. Mais en fait, intelligentsia est médié par l'allemand. Il y a, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, une concurrence entre Verstand, donc qui va être dans les nomenclatures l'understanding, l'intellectus des classiques, et intelligenz. Caractéristique de cette langue à cette époque-là, les terminologies savantes sont dédoublées, il y a un terme d'origine latine, un terme d'origine germanique, intelligenz, Verstand, synonyme. Progressivement, c'est Verstand qui s'impose pour désigner l'aptitude mentale, la faculté, la forme de l'esprit. Et intelligenz va glisser et va en arriver à désigner la classe sociale des travailleurs de l'esprit. Gens de lettres et les académiques, les gens formés à l'université. Et c'est intelligenz qui, via le polonais, intelligentsia, passe en russe pour désigner les groupes intellectuels d'opposition au XIXe siècle. Terme quasiment pléonastique, les groupes intellectuels bourgeois du XIXe siècle sont en opposition au tsarisme, et donc la classe intellectuelle, c'est la classe des opposants, qui du coup aussi fomente des choses contre le régime. Donc la méfiance, elle est là dès le départ, instrumentalisée par le régime. Et c'est ce qui va donner l'intelligentsia russe. Mais avec l'ambivalence à l'époque soviétique, qui est que, comme après tout, c'est l'avant-garde, si on est dans une phase avant-gardiste, correspond aussi à des moments de l'étape du système soviétique, si on veut valoriser l'avant-garde, l'intelligentsia n'est pas si péjoratif que ça. Si on veut critiquer les volontés avant-gardistes d'une classe qui veut s'accaparer le mouvement de transformation sociale au détriment du prolétariat, là, intelligentsia va retrouver sa coloration de groupes d'intellectuels sectaires, etc., etc. Intellectuel
apparaît en français, vous avez connu, hein, c'est l'affaire Dreyfus. C'est le groupe de Zola, les intellectuels. Hein, c'est les travailleurs de l'esprit dreyfusards. Et c'est à ce moment-là que intelligence qui pouvait avoir une coloration un peu à l'allemande, si un groupe social va perdre cette valeur en français, puisqu'on a un nouveau mot pour désigner ce groupe social, les intellectuels. Cette acception est également perdue en allemand, mais perdue assez récemment. Vous avez au début de la République de Weimar, Hugo Ball, qui est un critique social anarchisant, qui publie un texte qui s'appelle « Critique de l'intelligence allemande », et c'est une critique des intellectuels allemands. Donc, Intelligenz veut encore dire à l'époque les intellectuels, la classe intellectuelle. Et à côté de ça, branchement complètement différent, l'intelligence au sens de renseignement, mais en fait, là, le pas se fait depuis apprendre. Et donc, en fait, le gap n'est pas si grand que ça. C'est ceux qui veulent apprendre et savoir, les intellectuels. Et que fait un service de renseignement, si ce n'est vouloir apprendre pour vouloir savoir? Simplement, on est sur un usage du savoir comme fait de pouvoir, comme outil d'action politique, mais c'est bel et bien aller chercher de l'information. Alors j'en viens à l'intelligence artificielle. Donc, le terme apparaît en 1956 à la faveur d'une série de séminaires hébergés à l'université de Dartmouth, qui entrent donc dans les annales sous l'étiquette du Dartmouth Workshop du printemps 1956, où un certain nombre de protagonistes de l'époque, le plus connu est Marvin Minsky, travaillent, se réunissent, sont des gens qui réfléchissent à des machines capables de calculer au-delà d'un simple calcul pour aller produire de l'information nouvelle, c'est-à-dire un saut qualitatif dans la production d'information. Il y a différentes étiquettes qui sont discutées. Il y a Thinking Machines, qui est le terme promu par Alan Turing, premier grand théoricien de ce qu'on appellera l'intelligence artificielle. Lui-même va se rallier à l'étiquette d'intelligence artificielle, mais à l'époque, lui, il parle de thinking machines, les machines pensantes. Minsky, qui est psychologue en partie de formation, pousse pour artificial mind. Mind étant en fait un concurrent de intelligence. Mind, c'est l'esprit en tant qu'il raisonne, en anglais. Et progressivement apparaît cette proposition artificial intelligence. Le terme vient remplacer un autre terme qui circulait. En fait, l'intelligence artificielle se constitue par scission d'un précédent programme de recherche, dont le nom est toujours dans les oreilles aujourd'hui, mais c'est devenu tellement exotique qu'on a du mal à comprendre ce que ça recouvre. C'est la cybernétique. L'intelligence artificielle, à la Minsky, etc., c'est une scission de la cybernétique, qui était définie à l'époque comme l'étude des phénomènes de boucle, anglais feedback, mobilisables pour l'apprentissage automatique. Et donc il y a une espèce d'ironie de l'histoire des sciences ou de l'histoire des techniques, à voir aujourd'hui la nouvelle vague d'intelligence artificielle qui repose sur des IA dites neuronales, avec des mécanismes d'apprentissage automatique, donc le fameux deep learning, qui repose sur des phénomènes de boucle, calqués sur une modélisation du fonctionnement des neurones, puisque les neurones sont le support matériel de la cognition humaine via des phénomènes de boucle qui renforcent les réseaux synaptiques, donc des neurones qui travaillent ensemble, crépitent ensemble, selon le fameux dicton des neuropsychologues. Et donc, il y a des phénomènes de boucle qui font que plus on fait travailler un réseau neuronal, plus il devient performant et plus il permet d'acquérir de nouvelles choses. Et c'est sur cette intuition-là que les systèmes d'apprentissage automatique dits de deep learning fonctionnent. Et c'est cette évolution-là, ce saut technique-là, qui a permis, dans un premier temps, l'intelligence artificielle pour la traduction, DeepL, dont le nom vient évidemment de Deep Learning, et ensuite les IA dites conversationnelles, mais qui reposent sur la même infrastructure technique que les traducteurs automatiques type DeepL, en fait.
Et en fait, c'est un retour à la cybernétique, hein, ce que fait et à l'inspiration initiale du programme cybernétique que font les acteurs contemporains de l'intelligence artificielle après quelques décennies à essayer d'expérimenter d'autres techniques. Il s'agit d'un apprentissage, donc là, le terme consacré, c'est apprentissage par renforcement. C'est une appellation qui est empruntée à Neumann et les machines molles de von Neumann, chères aux lecteurs de Burroughs et d'une certaine science-fiction des années 60-70. C'est de la cybernétique. Simplement, ces gens-là, c'était des cyberniciens qui étaient un peu fâchés avec Neumann, qui voulaient modifier un peu les cadres de travail, qui voulaient resserrer les liens avec la psychologie, mais ils viennent de la théorie de l'information, ils viennent de la cybernétique, ils essaient simplement de la réagencer un peu différemment. Aujourd'hui encore, dans l'intelligence artificielle, on a un enjeu autour de savoir ce qu'est très exactement l'intelligence, savoir si l'IA est intelligente. John Searle est mort la semaine dernière. Le théoricien, la grande expérience de pensée qui servait de pierre de touche, c'est l'expérience dite de la chambre chinoise, dont je vous épargne les détails, mais qui est quelque chose qui a été théorisé par Searle dans les années 80, donc c'est tout à fait actuel puis qui vient de mourir. Et en fait, c'est quelque chose qui fait écho à notre problématique 17e, 18e, qui est de savoir si l'entendement est simplement une puissance calculante, ou si le travail de l'entendement est de collecter des informations fournies en l'espèce par les sens, pour ce qui est des IA génératives par les bases d'entraînement, à partir de quoi il y a un phénomène de boucle, de mise en ordre, de classement, de sélection. Classer, c'est sélectionner, c'est éliminer. Donc on élimine le bruit et on produit de la cognition nouvelle. Ça, c'est le modèle rationaliste de l'entendement du XVIIe, modèle qui était très critiqué, qui a été battu en brèche ensuite, y compris par certains de ses promoteurs initiaux, hein. C'est ce modèle-là qui revient, hein, et on a aujourd'hui des collègues informaticiens travaillant dans le champ de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas mon cas, hein, qui proposent d'abandonner ce terme d'intelligence artificielle en disant il est ambigu. Et l'acception adéquate, ça serait automatic ou automated. Donc, il y a quelqu'un qui l'a automatisé. Understanding. L'entendement automatique ou mieux automatisé, parce qu'il ne s'automatise pas tout seul, il y a bien quelqu'un qui l'a programmé. Donc ça, c'est évidemment les perspectives assez critiques vis-à-vis de l'IA qui disent il y a une forme d'esbrouf derrière cette étiquette. Ce ne sont pas des machines qui pensent. L'IA ne pense pas. Ce ne sont pas des esprits artificiels. Ce sont des mécanismes de circuit avec des boucles de rétroaction qui permettent de l'apprentissage par renforcement, qui est peut-être la façon dont l'esprit fonctionne, mais ça, c'est un sujet de controverse entre psychologues, parce que si vous dites que l'esprit humain fonctionne comme ça, en psychologie, ça veut dire que vous êtes behavioriste, comportementaliste. C'est un des camps, c'est l'un des principaux champs théoriques en psychologie, dans l'étude psychologique de ce qu'est l'intelligence. Ce n'est pas le seul. On est sur un modèle de type qui projette les schémas behavioristes de la psychologie humaine, très proches de ceux de l'empirisme rationaliste et du sensualisme d'un Spinoza en particulier. Simplement, on le fait sur une source extérieure et sur une base de programmation, et donc on est sur de l'entendement artificiel. Auquel cas, l'IA est intelligente si et seulement si on se met d'accord sur une conception de l'intelligence comme capacité de classement, d'agglomération, de récollement et de synthèse d'informations nouvelles à partir d'informations anciennes, bien classées et bien reclassées sur une base peu ou prou statistique.
Donc évidemment, vous voyez, et j'ouvre la discussion par ça, que parler d'intelligence artificielle, c'est se mettre d'accord déjà sur une conception de l'intelligence qui n'est certes pas celle du renseignement, qui n'est certes pas celle de la classe des travailleurs de l'intellect, avec ce que ça peut avoir aussi de néo-romantique, mais qui est en fait un retour à une certaine conception de l'intelligence, très rationaliste, très empiriste aussi, et au fond un retour à un paradigme crypto-cartésien. Hein. Spinoza n'est pas un cartésien de stricte obédience, mais malgré tout quand même très influencé par Spinoza, et par Descartes et par un mélange d'empirisme et de rationalisme. Et donc un choix qui n'est pas spécifiquement celui de la diversité des intelligences tel que l'appel ou le programme cadre de la fête de la science y appelle. Derrière cette polysémie, en réalité, si on veut tenir les fils, on peut se replier sur une base très cohérente, très resserrée, une acception très précise de l'intelligence, c'est celle-là. Et ce n'est pas un appel à la diversité des intelligences, bien au contraire. Et donc, la polysémie cache en fait un parti pris assez strict, assez monosémique, voire assez monolithique sur les formes de l'intelligence, et qui n'y souscrit pas est amené à nier l'intelligence de l'intelligence artificielle. Et donc, je vous propose qu'on en discute sur cette base. Alors, est-ce que ChatGPT est intelligent? Pour lancer Oui, je n'arrivais pas à relier CIA et Intelligentsia. J'ai compris avec vos explications rapidement de quoi il en retournait. Mais en fait, pour avoir discuté avec un psychologue il y a très, très longtemps, quand je lui dis lui, il est intelligent, il me dit, ça veut dire quoi? Et puis bon, il m'avait amené à dire tout dépend du contexte, hein, et donc vous pouvez avoir différentes formes d'intelligence qui sont adaptées à certains contextes. En fait, pour relier peut-être avec, parce que vous êtes très littéraire, et c'est aussi pour ça que je suis venu, par intérêt pour la littérature et comprendre mieux. Je suis toujours perdu de réflexion lorsque je regarde de grands intellectuels écrivains durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont pris des chemins totalement différents et vraiment répréhensibles et condamnables. Certains ont sauvé leur peau, d'autres non. Et c'est là où je vois la différence d'intelligence, quoi. Hein, une intelligence qui part dans un très mauvais chemin et une autre intelligence, alors qu'ils sont issus des mêmes écoles, hein, par ailleurs, hein, et qui ont les mêmes diplômes, et vont choisir un autre camp. Et c'est là où l'intelligence, finalement, est très surprenante. Alors, de mon point de vue, le meilleur texte sur le sujet est en fait antérieur à l'époque en question. C'est Valéry qui fait en 1919 le bilan de l'intelligence, qui est un texte assez redoutable, comme tout ce que Valéry, un personnage démoniaque par ailleurs, écrit dans l'entre-deux-guerres. Il finit plus ou moins penseur officiel de la Troisième République, mais donc le bilan de l'intelligence est un texte où il y a d'ailleurs un peu cette ambivalence. Hein. On se demande jusqu'où intelligence, dans le bilan de l'intelligence, ne désigne pas les intellectuels. Il dit qu'on a assisté au carnage que l'on sait pour la Première Guerre mondiale, à l'apologie de la guerre par les intellectuels, une grande partie en tout cas, puis à des scissions extrêmement violentes, drastiques, dans l'après-guerre immédiat. Et donc c'est cette vague de textes où Valéry parle du Hamlet européen qui contemple nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, etc. Bon, il y a chez Valéry cette idée que l'intelligence désigne en fait l'esprit
chez Valéry les activités de l'esprit, les tâches de l'esprit, de façon assez générale, et peut déboucher de façon très contradictoire sur des choses, sur le meilleur et le pire, mais au fond par une dynamique propre. Et c'est pour ça que ce texte est très intéressant, c'est que lui, dans le texte en question, il ne parle pas de fourvoiement. C'est impossible de l'intelligence dès le départ. Et quant à la façon dont les psychologues disent allons-y prudemment sur cet usage du terme intelligence, c'est tout à fait vrai, ils ont tout à fait raison, mais une pierre dans leur jardin, c'est que ils sont en fait en train de déplacer le problème vers un autre terme qui est cognition, qui entre-temps recouvre un périmètre, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, extrêmement large. Tout est cognition, tout est cognitif. Tant et si bien qu'on en arrive à se demander si cognition n'est pas la façon qu'ont les psychologues de désigner ce que tous les autres appellent intelligence. Quand on vous parle de cognition sociale, de cognition affective, de cognition émotionnelle, de cognition linguistique, de cognition technique, etc., bon, au bout du bout, je suis pas contre, hein, c'est pas, il n'y a pas à être pour et à être contre, c'est une terminologie qui circule, mais la critique qu'ils adressent à certains usages proliférants du terme intelligence, ils vont bientôt devoir l'adresser, ils devraient déjà, certains commencent c'est-à-dire à l'adresser au terme de cognition. Parce que au fond, on a besoin de cette catégorie poreuse pour désigner les activités générales de l'esprit en tant qu'il nous permet de nous repérer dans notre environnement et d'acquérir de l'information et de nous auto-éduquer en permanence. Bon, ben, une fois qu'on a dit ça, on a donné une définition qui est utile, objectivement, c'est des concepts pratiques, cognition ou intelligence, mais qui sont un peu condamnés à partir assez vite dans tous les sens. J'ajoute quelque chose, désolé, hein, après j'arrête, hein, c'est promis. En fait, ma réflexion personnelle, hein, c'est l'intelligence et de la flexibilité neuronale, on va dire, c'est-à-dire être capable de mobiliser différentes choses dans un certain contexte. Mais en fait, je relie, moi, l'intelligence, en fait, il faut quelque chose au-dessus qui permet de bien utiliser son intelligence. Et moi à mon niveau, hein, je ne suis pas professeur, hein, je le relie à l'éthique, en fait. Et je pense que l'éthique est au-dessus de l'intelligence et dans un moment périlleux pour la vie, périlleux pour sa carrière, périlleux pour je ne sais quoi. En fait, l'intelligence est subordonnée à l'éthique. Enfin, c'est ma vision. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, de toute façon, c'est un très grand débat, puisqu'après, on va aussi toute une série d'écoles qui vont qui vont vouloir fonder l'éthique en raison, et qui vont donc essayer de proposer des théories rationnelles, pour ne pas dire utilitaristes dans certains cas, mais dans certains cas c'est l'utilitarisme de l'éthique. Mais, y compris en disant ça, hein, en disant ce que vous dites, mais que pour l'intérêt de l'espèce, pour l'intérêt du collectif, on fait un saut éthique, mais qui reste partiellement calculé. Donc mais oui, bon, ça c'est des débats extrêmement vastes, mais autour de quoi assez vite ces questions vont tourner, oui. La question de l'usage de l'intelligence pose la question de la méta-intelligence et des normes intelligentes de l'usage de l'intelligence. Et donc, est-ce qu'on fait une méta-intelligence? Oui. J'avais une petite question. J'ai bien compris les liens que vous faites entre finalement l'intelligentsia et également la CIA, etc., avec le fait de récolter des données, puisqu'il s'agit peut-être essentiellement de ça et de les agencer. En même temps, la question que je me pose, c'est que est-ce que dès la Grèce antique, finalement, avec Socrate notamment, il n'y a pas eu dès ce moment-là un schisme entre les sachants, ceux qui apprenaient, et ceux qui réfléchissaient, qui mettaient en action. Et donc, dès cette époque-là, à ce moment-là, je ne sais pas si je m'explique clairement.
Alors bon, d'une part, il y a, je dirais, je vais répondre en deux temps. Il y a l'enjeu que vous pointez, qui est l'enjeu du rapport en fait entre savoir et pouvoir. D'une part. Et d'autre part, il y a le pari qui est souvent fait, y compris parfois pour de mauvaises raisons, de naturalisation des dominations, etc., consistant à vouloir ancrer cette question du savoir et de la capacité de savoir et du pouvoir de savoir dans des facultés humaines. Le terme d'intelligence est intéressant et ambigu à cet égard, puisqu'il donne lieu à deux types d'usages. Il y a d'une part celui sur lequel j'ai insisté, parce que c'est celui où on a la transparence lexicale avec le latin, c'est l'intelligentsia, c'est la classe des intellectuels, c'est l'intelligence, et donc c'est les sachants, effectivement, ou les travailleurs de l'esprit en tant que groupe social structuré qui va avoir une ambition politique. Mais l'intellect, le Verstand, l'understanding, c'est aussi, dans les circulations terminologiques et lexicales du XVIIe et du XVIIIe siècle, la façon dont on va traduire dans les langues en question, dans le latin, dans l'anglais, dans l'allemand, ce qu'en français, on ne traduira pas nécessairement toujours par entendement, ce qui ancre tout de suite dans l'anthropologie, mais par bon sens. Ou la raison. Si on revient vers ou le Descartes. bon sens. Vraiment, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée chez Descartes. Bon sens, c'est pas le bon sens près de chez vous d'une banque qu'on ne nommera pas. C'est l'entendement, en fait. Et dans les terminologies anglaises, allemandes, etc., ce sont les termes qui vont rendre le latin intellectus, qui sont aussi dans la vie de tous les jours, dans ces moments-là, utilisés pour le gros bon sens, qui nous est tous commun, et qui est donc indépendant. C'est ça qu'il y a derrière. Et chez Descartes, c'est très important. Hein. C'est pour ça qu'il dit c'est la chose au monde la mieux partagée dans le discours de la méthode, qui est un texte de destruction, de table rase du passé philosophique et métaphysique. J'oublie les contenus, qu'est-ce qui reste? Il reste la puissance de pensée. Et la puissance de pensée, c'est le bon sens. Et elle est antérieure au savoir. Parce qu'elle est puissance d'apprendre. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'intelligence, c'est que, même si, encore une fois, le mot intelligence en français n'a pas suivi ce chemin-là, ces chemins-là. Mais en fait, dans les ramifications possibles, il y a l'exception comme faculté humaine qui a quelque chose de très égalitaire, qu'on va retrouver chez Rancière, le maître ignorant, l'égalité des intelligences. Parce que si c'est une faculté humaine universelle, elle préexiste au savoir. Donc il n'y a pas d'enjeu de distinction entre les sachants et les autres. Tout le monde peut apprendre. Et l'intelligence comme classe sociale des travailleurs de l'intellect, qui ne sont pas que travailleurs de l'intellect, qui sont aussi sachants. Et la tension, elle est là. Mais en fait, elle n'est pas entre intelligence et le reste. Elle est dans les combats pour l'appropriation du terme. Est-ce que intelligence, c'est la chose au monde la mieux partagée? Ou est-ce que c'est l'apanage des professionnels de l'intellect? Ce qui est un peu l'objet de la fête de la science, quand même. Alors, je rebondis, puis après, je vais passer le micro. Finalement, est-ce que la distinction, pour revenir à votre question initiale, n'est pas justement que la mécanisation ne va pas suffire, mais peut-être qu'il va falloir de l'humain dans tout cela, et peut-être justement en revenir à la chose la mieux partagée? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que historiquement, le courant majoritaire tient le propos inverse. Ce qui est légal, ce qui est égalitaire, c'est le mécanique. Tout le monde est capable de faire une addition. Le garant de l'égalité, c'est l'entendement. Parce que c'est la chose au monde la mieux partagée.
Vous voyez, mais c'est emblématique aussi de strates historiques et d'évolution intellectuelle, où finalement, aujourd'hui, et ça revient à votre précédente remarque, on va aller chercher l'éthique comme dénominateur commun, ou du méta-intellectuel, ou de l'extra cognitif, là où la tradition majoritaire du rationalisme en particulier est de dire, mais l'égalité ne se fonde pas sur le savoir, l'égalité ne se fonde pas sur l'éthique, parce que les vertus sont inégalement distribuées, nous disait-on. Il y a des gens plus sympas que d'autres, alors que les capacités cognitives de base sont égalitaires. Et là, votre point de vue, il est emblématique d'un point de vue qu'on entend beaucoup, qui est peut-être entre-temps un point de vue majoritaire, mais qui correspond à un renversement du rapport à l'intelligence. Du coup, ma question sera en deux temps, parce que il y a ce que je voudrais dire en rebondissant sur ce que vous venez de dire, et puis la question qui était antérieure. Si on considère que l'intelligence, c'est la faculté, pas au terme de Spinoza-Descartes, mais au terme ancien de collecter, classer, hiérarchiser. Bien sûr, le processus mécanique de savoir ne suffit pas, mais cette égalité qui est revendiquée du point de vue du mécanisme, c'est pas une égalité objective, dans le sens où, si on reprend les termes psychologique, cognition, etc., il y a des degrés de puissance de la cognition, de cette faculté de hiérarchisation, de classement des données qui n'est pas égale. Je ne sais pas si je me fais comprendre sur ma première partie. Et la deuxième, qui va dans la suite, c'est par rapport à votre question que vous avez ouverte à la fin en disant « Est-ce que ChatGPT est intelligent ?» C'est-à-dire, quel est le crédit qu'on peut donner à l'expression de super-intelligence qu'on commence à entendre sur cette intelligence artificielle, de dire elle a cette puissance de classement, de hiérarchisation, de supervision qui dépasse la mécanique de l'apprentissage en boucle, qui fait que elle va dépasser l'intelligence humaine dans cette dimension-là. La deuxième question est la plus facile. Il n'y a pas de... Enfin, alors, là, je me fie à ce que me disent des collègues, c'est plus le sujet que moi. Il n'y a pas de super-intelligence possible, susceptible de faire ce franchissement de seuil que vous dites, tant que l'IA n'est pas capable de se reprogrammer elle-même. Or, on les programme pour qu'elle ne soit pas capable de se reprogrammer elle-même, donc par hypothèse. C'est une possibilité intellectuelle, mais elle n'est pas actualisée et elle est difficilement actualisable parce que une IA capable de se reprogrammer elle-même doit être capable de se rebooter elle-même. Encore un peu de marge. La deuxième question, la première question, pardon, sur le caractère objectif ou pas de cette égalité. Ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement cette conception égalitaire, parce que mathématisante, malgré tout, elle est caractéristique d'un âge et d'une géographie aussi. Oui, l'intellect latin ou grec, il n'est pas égalitaire, y compris à Athènes. On choisit qui est à l'agora. Il y a quand même la majorité de la population qui en est exclue. Commencez par les femmes. Et il n'y a pas d'intelligence collective. Parce qu'il y a le juste, il y a le vrai. On le trouve ou on ne le trouve pas. On est aveuglé ou on est lucide. Donc effectivement, il y a quelque chose de très monolithique et c'est pas de façon incrémentale par l'agglomération d'éléments nouveaux, contradictoires, apportés par une argumentation pondérée, etc., où on essaye de cheminer ensemble vers un vrai, de façon asymptotique, vers lequel on tend. Ça, c'est la modernité. C'est pas l'option majoritaire dans la philosophie antique. Clairement pas. C'est pas l'option majoritaire dans la théologie médiévale. Parce que c'est du relativisme, quand même, fondamentalement. Une position comme celle-là. C'est une position plus démocratique.
On a ensuite un âge qui est l'âge de l'entendement, qui doit beaucoup à... Ça commence avec Montaigne, en fait, hein, quand même. Bon, et à l'empirisme. Et puis, effectivement, de plus en plus, on voit réapparaître un discours qui, sous la forme actuelle, était quand même difficilement dissible jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le discours de l'inégalité des intelligences. Le retour des tests de QI, y compris des tests de QI sur échantillon collectif. Disant, tel groupe a un QI inférieur à tel autre groupe. Telle personne est nécessairement moins intelligente que telle autre, qui est un paradigme et un rapport à la diversité des intelligences qui, sous couvert parfois d'être gentillet et de reconnaître la diversité et la pluralité, de mon point de vue, est un discours foncièrement antidémocratique. S'il y a inégalité des intelligences, il ne peut pas y avoir suffrage universel. Au moins, il faut assumer les choses. Hein. Donc c'est quand même... mais on l'entend, ce discours. D'une inégalité, alors naturalisée par la psychologie, même ma pauvre dame, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de compréhension, etc. Et là, on rebascule sur votre point sur les sachants. Hein. On pourrait aller chercher, je suis germaniste, hein, donc on pourrait aller chercher l'école de Francfort et la dialectique des Lumières et la dialectique de la raison, mais c'était là dès le départ, hein, dans cette volonté de naturaliser, de dire au fond tout ça c'est de l'égal, tous les esprits fonctionnent pareil, pas besoin d'être très foucaldien pour dire on a toujours fait une exception qui sont les fous. Mais quoi, ce sont des fous chez Descartes. Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Hein. Oui, bon, évidemment, mais quoi, ce sont des fous. Bon. On a toujours fait des exceptions. On a toujours dit, oui, bon, c'est la chose au monde la mieux partagée, sauf ceux chez qui c'est pas si partagé que ça. On les sort. Il y avait un postulat extrêmement fragile, et je parlais d'évolution culturelle tout à l'heure dans le rapport à l'intelligence. Pour le dire très clairement, moi je pense qu'on est sur un point de bascule assez dangereux dans le rapport à l'intelligence, vers une naturalisation. Ce vieux paradigme rationaliste classique avait beaucoup de défauts, mais il forçait à faire au moins semblant. Chez des gens qui ne demandaient qu'à croire à l'inégalité, ça les forçait à faire au moins semblant de croire à un semblant d'égalité, au moins à un niveau méta, qui astreignait une espèce d'égale dignité. Poser comme fait premier l'inégalité des intelligences, fut snappé d'un discours moral sur la diversité des dites intelligences, c'est remettre en cause l'égalité des droits dans nos sociétés aujourd'hui, et de plus en plus, si on va vers la société de la cognition, le capitalisme cognitif, la société de la connaissance dans les traités européens, hein, capitalisme cognitif et société de la connaissance, et économie de la connaissance, c'est dans les traités européens, hein, c'est des objectifs politiques officiels de nos États. Donc si on commence à dire que tout ça est très inégalement distribué, on franchit un pas. Et de mon point de vue, il y a dans certains discours de certains psychologues et neuropsychologues obsédés du quotient intellectuel et de l'hérédité du quotient intellectuel, c'est-à-dire obsédés de la mesure de l'inégalité héréditaire des intelligences, quelque chose qui est un fantasme eugéniste et antidémocratique, qui se cache à peine et qui retrouve droit de cité. Alors voilà, c'est rattrapé par un flottement sur et l'éthique dans tout ça, qui rattrape des choses, mais qui déplace malgré tout aussi la fenêtre du dissible. Je fais partie des gens qui ne sont pas à l'aise à entendre de façon de plus en plus ouverte le discours de l'inégalité atavique, foncière, irréductible, matérielle des intelligences. Aussi parce qu'en tant que germaniste, voilà,
on sait où ça peut mener. Si l'inégalité des aptitudes mentales est héréditaire, on sait où ça mène. On a déjà testé. Donc, moi, je suis quand même assez inquiet sur ça, je dis assez franchement, mais quel que soit le bout par lequel on le prend, ça montre qu'en fait, ce concept, aujourd'hui, est en crise. Il y a une crise démocratique du concept d'intelligence, une crise démocratique de ce qu'on est prêt, collectivement, dans nos discussions, à qualifier l'intelligence. Alors, ça peut prendre des formes un peu gratuites de parler de l'IA, etc. On fait comme si on n'était pas en train de parler de la démocratie. Et puis parfois, ça prend des formes. Quand ça prend une forme psychologisante, on est en fait en train de parler du droit de vote. Et donc, l'intelligence, c'est aussi ce qu'on choisit d'en faire, collectivement. Et la définition qu'on choisit d'en donner. Hein. Et ça, ces fluctuations montrent quand même, évidemment, la porosité de ce concept à des visions du monde, à une anthropologie, pour lâcher le mot, hein, à une certaine anthropologie, à un certain rapport au vrai, comme norme de l'intellect, mais aussi comme norme de la délibération collective. Et là, c'est des choix vis-à-vis desquels chacun est seul face, peut-être pas à son intelligence, mais en tout cas face à sa conscience. Bon courage pour rebondir. Pas du tout pour rebondir, Ouais. mais le terme que vous aviez dit, c'est automated. J'ai plus. Alors, il y a différentes, ça diverge, mais il y a automated understanding, il y a automated learning. Alors ça, c'est ceux qui sont vraiment en lien. Non, mais c'est Emily Bender, qui est l'ancienne chef de l'IA chez Google et qui a été virée de chez Google pour avoir fait un méta-article sur les IA génératives où elle a forgé un terme, parce que je suis pas revenu, parce qu'on peut pas parler de tout, mais la notion de stochastic parrot, le perroquet stochastique, où elle explique les IA génératives sont des perroquets stochastiques parce que on les entraîne sur encore plus de données. Il y a des boucles rétroactives, il y a des phénomènes d'apprentissage et donc ça répète. Et donc évidemment, elle a été virée avec effet immédiat de chez Google dans la foulée de la parution de son article. Bon. Qu'elle n'a pas signé seule, mais elle était signataire principale. Donc, elle s'est reconvertie sur le créneau de la critique informée de l'IA, et elle fait partie des gens qui disent il faut parler de automated reinforced learning, ce genre de choses. C'est-à-dire, au fond, de deep learning, en insistant sur le fait que la profondeur en question est une profondeur programmée. Mais du coup, c'est aussi quelqu'un qui va vous dire, mais la vraie menace. On a j'ai assisté à un débat à Bordeaux où elle était le mois dernier. Et elle, son discours, c'est la vraie menace que posent les IA génératives. C'est pas Terminator. Le moment où 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Le moment où l'ordinateur vrille, prend le contrôle, se reprogramme, se reboot, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Le vrai problème pour les IA génératives, c'est leur coût énergétique et le fait que ça va précipiter la catastrophe écologique. Ce problème-là se posera à nous probablement beaucoup plus vite que la question du changement de seuil qualitatif par lequel l'ordinateur Terminator verra le jour et déclenchera l'apocalypse des machines. Ça, c'est dans les films. En revanche, le seuil des 2 degrés, c'est pas dans les films. Et ça va devenir ça va rattraper l'aviation. Hein. Les premières estimations pour 2030, c'est-à-dire demain, les IA génératives auront rattrapé l'aviation en termes de quantité d'émissions. Hein. Donc c'est autrement en fait plus prégnant et pressant que HAL ne voulant pas mourir et décidant de hijacker l'expédition dans l'espace. Au-delà de cette métaphore, effectivement, qui finalement est très religieuse, est-ce que d'un point de vue plus terre-à-terre, néanmoins,
si l'on se réfère à la théorie des réseaux, il n'y a pas toutefois un risque, puisque on parle ici de l'IA, mais on parle aussi, alors moi je suis juriste, pénaliste, et je travaille sur les crimes internationaux. Et par exemple, on travaille sur de différents réseaux criminels qui aujourd'hui nous échappent et ont atteint des niveaux de mondialisation qui dépassent les États. Or, de manière dématérialisée, aujourd'hui, ces IA que les créateurs estiment pour le moment pouvoir maîtriser, ces mêmes créateurs laissent tout de même un point d'interrogation. Donc, sans verser dans le sensationnalisme, il y a quand même des points d'interrogation. Oui, mais dès maintenant, hein, je prends un exemple très anti-spectaculaire, mais qui sera un des premiers à se réaliser, qui est d'ailleurs en partie réel, hein, d'ores et déjà. Vous pouvez entraîner une IA sur vos données personnelles sur votre ordinateur. C'est-à-dire pas chercher très loin parce qu'il n'y a pas assez de données. Mais il y a un code, on le charge, et puis il tourne. Bloomberg entraîne une IA sur ses propres dépêches. Demain, les dépêches Bloomberg seront rédigées par des IA. Elles sont déjà en partie. Imaginez, on sait, hein, les fameuses hallucinations des IA qui, dès qu'on leur met du nom propre, commencent à approximer. Parce qu'une IA n'a pas de contexte, une IA n'est pas capable de faire une référence spécifique, il n'y a pas de sens. Effectivement, c'est du psittacisme stochastique. Bon. Que se passe-t-il le jour où une dépêche Bloomberg, ou un contrôle il y a un contrôle qualité sorti avant publication, le jour où ce contrôle est défaillant, où une dépêche rédigée par une IA sort en ayant échappé au filtre rédigé par une IA qui ne sait pas de quoi elle parle, sur une base de statistiques textuelles, et annonce quelque chose de factuellement faux. Vu la capacité qu'a une dépêche de cette agence en particulier à peser à elle seule sur les cours de bourse, si le raté de contrôle porte sur une action ou sur un actif fortement sensible, on peut avoir un crack. Et on peut effectivement imaginer dans une entreprise criminelle, là pour le coup c'est James Bond, mais en fait c'est assez facile, bien graisser la patte à la personne chargée du contrôle qualité et on laisse passer une dépêche, ni faite ni à faire. Mais là en fait on voit aussi l'enjeu c'est l'enjeu du contrôle humain. C'est pas la machine qui va s'auto-investir de ça, hein. C'est quelqu'un qui va soit lancer le prompt, qui va produire ça, ou qui va retirer et qui probablement faire les deux d'ailleurs, lancer le prompt problématique et veiller à ce que la soupape humaine dysfonctionne et là quelque chose sort. Mais en fait, c'est pas l'IA qui le fait. C'est comme un modèle. Les mots mentent jamais, hein. C'est le menteur qui mente. Les mots ne mentent jamais. La langue ne ment pas. Les menteurs mentent. L'IA ne fraude pas. L'IA n'affabule pas. L'IA ne se reprogramme pas. On lui demande ou on la laisse. Mais là, effectivement, c'est un enjeu, en particulier singulièrement pour les juristes, bien sûr. C'est que il faut savoir où placer les contrôles, identifier les enjeux. Mais in fine, c'est pas l'ordinateur qui a une visée criminelle. C'est pas la ligne de code. C'est la personne qui fait le prompt. D'où effectivement l'analogie avec l'entendement. Parce que, comme disait Kant, toute connaissance dérive des sens, même si aucune connaissance. Hein, à un moment donné, l'entendement ne produit pas de connaissance si on ne lui donne pas un input sensoriel en l'occurrence. De la même manière, l'entendement artificiel
entendement automatisé ne produit pas d'output s'il n'y a pas un prompt. En entendant la conversation, je pense que c'était. Alors, j'ai beaucoup de sources d'informations, mais je les mélange un peu après quelques heures. Je crois que c'était hier soir à 20e heure, vous connaissez, sur France Inter, non C'est une superbe émission, je vous recommande. 20e heure, c'est à 20h, 20h, 21h. Étonnant. Vous connaissez? Oui. Ah oui, tout à fait, oui, parce que ça aurait pu être 21e heure, si j'ai bien compris, oui, c'est ça. Et ils interrogeaient alors c'est un chanteur, je crois, et il disait que finalement il comprenait rien aux mathématiques en tant que collégien, je crois. Enfin, il n'arrivait pas parce que les chiffres pour lui ça n'imprimait pas. Et il citait l'exemple qu'il est parti à un moment donné au Japon pour jouer de la musique. Et les notes devenaient des chiffres, en fait, utilisés au Japon. Pays où c'est des lettres. Voilà. Et là, c'était des chiffres. Des chiffres. Et il était complètement perdu. En revanche, comme il avait un don pour la musique, il arrivait à jouer et tout le monde croyait qu'il était super doué pour déchiffrer. En fait, il déchiffrait rien du tout parce que son esprit était complètement perturbé par la compréhension des chiffres. Et à l'école, on disait de lui que finalement, il était désespéré, quoi. Il avait des cours en mathématiques privés, etc. Et en fait, ça marchait pas du tout. Mais d'autres professeurs qui avaient vu le côté artistique trouvaient fabuleux ses dessins, fabuleux quand il faisait classe théâtre, et l'ont nourri énormément et l'ont coaché pour se développer et finalement à un grand succès. Alors je ne me rappelle plus le nom, mais vous pouvez chercher, à un grand succès. En fait, je voulais simplement insister sur le fait que l'intelligence, finalement, on dit de l'intelligence artificielle qu'elle a besoin d'être nourrie, et il faut écrire et nourrir. Mais en fait, l'intelligence humaine, quand on est jeune, on a complètement besoin d'être nourri, et en fait, on prend un parcours en fonction de la nourriture qu'on a reçue. Hein. C'est oui, de toute façon, l'imagerie cérébrale suggère quand même assez fortement que les circuits neuronaux des maths et ceux de la musique sont les mêmes. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une intelligence musicale et une intelligence mathématique, c'est les mêmes circuits. En revanche, oui, il y a peut-être eu des inputs différents, de l'affect différent, parce qu'évidemment, ça inhibe ou au contraire, ça désinhibe l'apprentissage, et à un moment on choisit d'entraîner ces capacités-là sur un certain objet plutôt que sur un certain autre, et ça ne peut faire que boule de neige. Mais oui, c'est des mécanismes d'entraînement et d'apprentissage par renforcement. De toute façon, ce qui est controversé entre les psychologues, c'est le behaviorisme pur et dur, disant rien n'est inné, tout est acquis. Le behaviorisme, vous le connaissez sans le savoir, c'est les chiens de Pavlov. Pavlov est l'un des grands behavioristes. Les chiens de Pavlov, on connaît l'expression, on ne connaît pas plus forcément l'expérience. Donc il y avait des chiens, ils étaient nourris à heures irrégulières, mais peu, donc on était faim, voilà. Et une fois qu'ils ont faim, on leur donne à manger. On leur donne à manger en faisant sonner une sonnerie. Et donc, il y a une expérience de conditionnement qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'association entre sustentation de la faim et sonnerie fait qu'au bout d'un certain nombre de cycles d'entraînement, ils faisaient sonner la sonnerie, la salive coulait. L'apprentissage par conditionnement. Donc ça, c'est la forme extrême du behaviorisme, et ça, c'est critiqué. Et sans doute à raison. Mais le fait qu'il y ait une partie du système d'apprentissage du langage qui soit de type behavioriste, avec de l'apprentissage par boucle, des circuits de renforcement, etc., ça, en soi, c'est pas contesté. Hein. Même quelqu'un comme Dehaene au Collège de France, qui est un anti, qui est très inéiste, etc., va vous parler de la plasticité des circuits neuronaux et du fait que, oui, les circuits sont plastiques, et que donc, il ne s'agit pas d'avoir les plus gros circuits, en fait. Il s'agit des techniques d'entraînement, d'association à de l'affect, etc. Et donc, en réalité, quelque chose qui inclut une part de behaviorisme, de comportementalisme, et c'est ce volet-là, en fait, qu'on retrouve dans l'ingénierie des IA dites neuronales.
Mais oui, il y a un dénominateur commun avec une partie, en tout cas, du fonctionnement de la cognition humaine qui fait qu'on retrouve ces mécaniques d'apprentissage par renforcement, de circuits préexistants qu'on entretient, etc. Et qui est, au fond, la dernière survivance psychologique du vieux modèle post-cartésien. De l'infrastructure, l'intelligence comme infrastructure. Il s'agit de venir renforcer et développer. Je vais conclure. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos interventions vraiment de qualité. Merci Pierre-Yves. Si vous souhaitez réécouter la conférence en podcast, cette conférence passionnante, elle sera disponible très prochainement sur le site des BU. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite info. Sur le site des BU, vous avez accès à tous les podcasts des anciennes conférences dans différentes thématiques, droit, philo, environnement, géopolitique. Donc, vous pouvez aussi réécouter nos conférences de notre site Questions de société. Voilà, je vous remercie à toutes et tous et puis très bonne soirée.